Bonjour, bienvenue dans la série sur la cosmologie. Donc nous avons maintenant un espace-temps qui est déformé et en un point donné, un événement, on peut toujours avoir un repère qui est en chute libre, donc sur lequel aucune force n'agit autre que la gravité, et ce repère est inertiel. Donc dans ce repère, la relativité restreinte s'applique. Et donc on peut toujours choisir un système de coordonnées en un point où la relativité peut s'appliquer au moins localement. L'espace-temps qui décrit la relativité restreinte est appelé espace-temps de Minkowski et est non déformé, sans courbure. Les droites, ils sont des droites. Donc cette procédure ça est équivalente mathématiquement à prendre l'espace tangent, qui est la généralisation de la tangente. Vous connaissez, si vous avez une ligne courbe, en un point, vous pouvez toujours prendre la droite qui est tangente à cette courbe. Et c'est tout à fait équivalent. En un point, on peut considérer l'espace qui est non courbé, tangent à l'espace déformé. Notons que ceci n'est vrai qu'en un seul point. On ne peut pas le faire globalement parce que la tangente en deux points différents est différente vu que l'espace ou la courbe ici est courbée. Comment se représenter cette courbure ? Bien, pour une surface par exemple, on peut imaginer une feuille qui est déformée comme ceci, une feuille qui est ondulée. Ça, c'est à 2 dimensions. Mais l'espace-temps, lui, est à 4 dimensions. Il y a 3 directions spatiales, plus le temps. C'est donc évidemment beaucoup plus difficile à représenter, mais aussi même à se visualiser. C'est déjà pas facile de penser un espace-temps à 4 dimensions. Si en plus il est déformé, courbé, c'est évidemment beaucoup plus complexe. Les outils mathématiques permettent de le faire sans problème, mais pour le visualiser, ce n'est pas simple. Notons que le fait de pouvoir choisir un repère inertiel et donc un espace tangent découle du principe d'équivalence. Ce système qui consiste à prendre un système de coordonnées locales inertielles où la relativité restreinte s'applique est la forme géométrique du principe d'équivalence. On dit parfois aussi la forme moderne du principe d'équivalence. Une fois qu'on a décrit ça en un point, on peut alors progresser de point en point, de proche en proche, et construire ainsi tout l'espace-temps courbe, c'est ce qu'on appelle une variété courbe, la variété qui décrit l'espace-temps. Un exemple simple est donné par un petit bout de droite. Donc, en un point, on est quasiment sur l'espace tangent, on peut toujours considérer un petit bout de droite. Si on prolonge, alors, de point en point, si on prolonge ce petit bout de droite, on obtient alors la ligne la plus droite possible, qui va forcément être courbe dans un espace-temps courbe, mais c'est la ligne droite la plus droite possible. Une telle courbe est appelée une géodésique. C'est aussi la trajectoire la plus courte entre 2 points. Un exemple simple est donné par une voie de chemin de fer. À la surface de la Terre est courbe, elle est sphérique, mais à notre échelle, c'est comme si nous étions dans l'espace tangent, l'espace nous semble plat. On peut construire une ligne de chemin de fer, plate, bien droite, et on peut la prolonger, et ce faisant, on va faire tout le tour de la Terre. Et donc, ce qu'on appelle un grand cercle. Donc, sur une sphère, les grands cercles sont les géodésiques, c'est-à-dire les cercles les plus grands possibles, tels que l'équateur ou les méridiens. Ce n'est pas le cas des parallèles en dehors de l'équateur, parce qu'ils se resserrent lorsque l'on approche des pôles. Comment imaginer la courbure ? Mais nous avons l'exemple de la sphère, mais qui est à 2 dimensions, qui est une surface. On peut imaginer la courbure comme une feuille enroulée dans l'espace-temps, dans l'espace.
En fait, c'est une mauvaise représentation. Parce que ce qu'on imagine, c'est un objet tel qu'une feuille qui est plié dans un espace plus grand, l'espace ordinaire. Ça, c'est ce qu'on appelle plonger une géométrie dans une autre. On plonge une feuille courbée dans l'espace ordinaire, mais ce n'est pas le bon résultat que l'on veut. Ce qu'on a besoin, c'est la géométrie qui décrit la feuille elle-même, et non pas la manière dont elle serait enroulée dans un espace plus grand. Prenons deux exemples. Supposons que j'ai une droite graduée, bien régulièrement. Et maintenant, je plie cette courbe, cette droite, pour en faire une courbe, sans l'étirer ou la raccourcir, je ne fais que la plier. Dans ce cas-là, je vais avoir une courbe avec les graduations toujours régulièrement espacées. Le long de cette courbe, rien n'a changé. Chaque graduation se situe à une distance identique des autres. Une fourmi, une minuscule fourmi qui serait sur cette courbe, c'est comme nous sur la surface de la Terre qui nous semble plate. Pour la fourmi, un petit bout de cette courbe serait comme une droite. Et la fourmi qui se balade dessus ne se rendrait compte de rien, aurait toujours l'impression d'être sur la droite d'origine. Une telle courbure faite de l'extérieur de la courbe est appelée une courbure extrinsèque. Prenons maintenant la sphère. Nous savons, avec la géométrie, celle qu'on apprend à l'école, que si l'on a un triangle, alors la somme des angles des sommets fait 180 degrés. Toujours. Dans la géométrie d'Euclide, dans l'espace ou le plan ordinaire. Considérons maintenant notre sphère. On va prendre 3 droites pour faire un triangle. Évidemment, ici, nous n'avons pas de droite. Nous avons les géodésiques. On fait ce que l'on appelle un triangle sphérique en prenant 3 portions de géodésique. On va prendre l'équateur, un méridien, et on va prendre un deuxième méridien situé à 90 degrés de longitude. Dans ce cas-là, on vérifie facilement, en prenant une sphère, que les 3 angles ici sont des angles droits, c'est-à-dire 90 degrés. Et donc la somme des 3 angles au sommet fait 270 degrés, et pas 180. Et donc, la géométrie de la sphère n'est pas la même que la géométrie du plan, ou de l'espace ordinaire. C'est ce qu'on appelle la géométrie sphérique. La différence 270 moins 180 dépend évidemment du triangle qui est dessiné. Il sera d'autant plus petit que le triangle sera petit. On se rapproche d'une surface presque plane. On fait donc le rapport avec la surface du triangle et on montre que cela tend vers une constante qui ne dépend que de la sphère. C'est ce qu'on appelle l'excès sphérique. 270 moins 180 est l'excès sphérique, et ce rapport est appelé courbure sphérique. Et en faisant un triangle de plus en plus petit, on peut prendre la courbure sphérique en un point. Et cette courbure qui ne dépend que de la géométrie de la sphère, et pas du fait qu'on la représente dans un espace plus grand, cette courbure est appelée courbure intrinsèque. Intrinsèque car interne à l'objet considéré, la sphère. Notons qu'il existe aussi des cas de courbure négative. Si la courbure est positive, on peut avoir une courbure négative. C'est le cas des espaces dits hyperboliques, dont un exemple est donné par la selle de cheval. Dans le creux de la selle de cheval, on a une courbure comme ça d'un côté et une courbure comme ça de l'autre. Et on peut montrer que si on y dessine un triangle avec les géodésiques, on obtient une somme inférieure à 180 degrés. Et donc la courbure à cet endroit-là est négative. Considérons maintenant un cylindre. Si on prend un cylindre et qu'on trace un triangle dessus, on vérifie facilement que la somme des angles est de 180 degrés.
comme pour le plan, comme pour la géométrie ordinaire, le cylindre n'a pas de géométrie intrinsèque, ou de courbure intrinsèque. Et il a juste la courbure extrinsèque parce qu'il est enroulé dans l'espace ordinaire. Et d'ailleurs, on peut facilement fendre le cylindre et l'étaler comme une feuille. Le triangle est simplement étalé. Il est alors évident que ce triangle plat obéit à la géométrie ordinaire. Tandis qu'avec une sphère, ce n'est pas possible. Prenons une demi-sphère, essayons de l'aplatir comme une coque de pelure d'orange. Vous allez forcément déchirer la surface en voulant l'aplatir, ou au moins l'étirer en certains endroits. Donc, la sphère n'est pas la géométrie euclidienne, le cylindre obéit à la géométrie euclidienne. Alors, et c'est là qu'est toute la difficulté dans notre histoire, c'est que par la pensée, ce qu'on représente facilement, c'est la courbure extrinsèque, qui est la courbure des objets déformés dans l'espace, comme le cylindre que l'on enroule. Alors que nous, ce qui nous intéresse, pour la relativité générale, c'est la courbure intrinsèque. C'est la géométrie décrite par l'espace-temps lui-même, par l'objet qui est courbé. Il y a une autre complication, c'est que si on prend des objets à deux dimensions, comme des surfaces, comme notre sphère, pour décrire la courbure en un point, on a besoin d'un seul nombre, la courbure, donnée par l'excès sphérique et ce rapport qui donne la courbure en ce point. Malheureusement, à plus de dimensions, c'est plus compliqué. Et on montre ainsi qu'à 4 dimensions, il faut pas moins de 20 nombres pour décrire la courbure en un point. 20 nombres, c'est beaucoup. Et ces nombres, en mathématiques, sont rassemblés dans un objet mathématique appelé tenseur de courbure de Riemann-Christoffel. Pas besoin ici de savoir ce que signifie exactement le mot tenseur, c'est simplement le nom de l'objet mathématique, qui est le tenseur de courbure de Riemann-Christoffel. On peut en obtenir une version simplifiée par certaines opérations mathématiques, pour obtenir ce qu'on appelle le tenseur de Ricci, qui ne contient plus que 10 nombres différents, et encore le manipuler pour ne plus obtenir qu'un seul nombre, appelé courbure scalaire, et qui est en fait à 4 dimensions, tout à fait équivalente à notre courbure sphérique. Dans l'espace-temps étant courbe, si on prend deux géodésiques, si elles sont initialement parallèles, elles vont avoir, puisqu'elles sont courbes, elles vont avoir tendance à diverger. Un peu comme nos grands cercles, même si on prend des grands cercles, ici ils ne sont jamais tout à fait parallèles, mais même deux grands cercles proches, ceux-ci s'écartent forcément le long de la trajectoire. Un tel écartement, si on voudrait, qui serait suivi par exemple par deux objets en chute libre, qui suivent ces géodésiques, puisque un objet en chute libre ou en mouvement inertiel dans l'espace-temps de la relativité restreinte suit une droite. Et donc de proche en proche, un objet en chute libre va suivre une géodésique. Et donc deux objets proches vont avoir tendance à diverger. Si on veut les maintenir l'un près de l'autre, il va falloir appliquer une force pour les forcer à rester l'un près de l'autre. Ils vont alors suivre des trajectoires qui ne sont plus des trajectoires géodésiques. Une trajectoire géodésique est une trajectoire de chute libre. Une trajectoire non géodésique est une trajectoire pour un objet auquel on applique des forces, comme si on lui mettait par exemple une fusée pour le forcer à suivre tel ou tel chemin. Cette force à appliquer, c'est en fait les forces de marée. On montre que cette déviation géodésique, comme on la nomme, correspond aux effets des marées. Nous savons que la gravité est produite par les masses. Par exemple,
la Terre, qui a une certaine masse, qui exerce de la gravité, le Soleil, qui exerce de la gravité, et les objets en chute libre, comme les planètes, vont tourner en suivant des géodésiques, non pas de l'espace, mais de l'espace-temps. Parce que si c'était l'espace, on aurait du mal à comprendre qu'il y ait une telle courbure. L'espace n'est manifestement pas courbé à ce point autour de nous. Il faut considérer l'espace-temps. Et du fait que dans l'espace-temps, on fait intervenir la constante de la vitesse de la lumière dans la définition de l'espace-temps, c'est des détails techniques que je ne vous ai pas expliqués, mais peu importe, la vitesse de la lumière intervient, fait que même une faible courbure dans l'espace-temps, si on prend la projection dans l'espace ordinaire, ça peut donner une trajectoire fort courbée, comme une orbite de planète. Donc, les masses donnent la gravité, c'est-à-dire la courbure de l'espace-temps. Donc, la courbure va être une fonction des masses. Plus exactement, on montre que c'est une fonction de l'énergie. La masse intervient via le E égale mc carré. Comme le c carré est très grand, la masse joue un rôle majeur, mais toutes les formes d'énergie interviennent, et même l'impulsion, c'est-à-dire la masse fois la vitesse, intervient. Et l'objet qui le décrit est appelé tenseur énergie-impulsion. Et on montre que l'équation qui décrit cela, en prenant la limite de la théorie newtonienne, à faible gravité, faible vitesse, on montre que cette relation, c'est le tenseur de Ricci égale le tenseur énergie-impulsion, fois une constante. Et cette relation est appelée équation d'Einstein. Un point, nous arrêterons là avec la relativité générale, je vais vous citer juste une conséquence. Supposons que l'on ait des masses importantes et que celles-ci soient soumises à des mouvements brusques. On peut imaginer deux corps massifs qui se rencontrent et se percutent, par exemple. Dans ce cas-là, cela provoque des variations brutales du mouvement des corps et donc, via l'équation d'Einstein, produit des mouvements, des changements dans la courbure de l'espace-temps. Et ces changements dans la courbure de l'espace-temps vont avoir tendance à se propager. C'est ce qu'on appelle des ondes gravitationnelles. Celles-ci sont toujours très faibles, parce que pour des raisons techniques, les ondes gravitationnelles ne sont pas faciles à produire. Elles sont donc toujours assez faibles, et en plus, la gravité étant une interaction particulièrement faible, ce qui peut se voir facilement, si je prends un petit morceau de fer et un aimant, je soulève le morceau de fer, morceau de fer est attiré par une planète entière, mais je le soulève avec un tout petit aimant. La force de gravité est une force très faible. Si elle est importante à notre échelle, ce n'est que parce qu'elle est toujours attractive et que la masse de la Terre est énorme. Et donc, de fait, les ondes gravitationnelles interagissent peu, et donc elles sont très difficiles à détecter. On a pu les mettre en évidence, au départ, grâce à des étoiles particulières appelées pulsars, qui émettent des impulsions, des astres petits, très lourds, très denses, et qui émettent des impulsions radio à fréquence très 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 précise. Lorsque l'on a deux pulsars, comme ça, qui sont en orbite l'un autour de l'autre, ils vont perdre de l'énergie par émission d'ondes gravitationnelles et se rapprocher, ce qui provoque une variation de la fréquence des impulsions qu'ils émettent. Et la théorie de la relativité générale permet de calculer ça, et les observations l'ont confirmé avec une très grande précision. Depuis, récemment, on a pu détecter directement les ondes gravitationnelles, malgré leur faiblesse, grâce aux extraordinaires détecteurs que sont LIGO et Virgo. Vous connaissez sûrement. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir sur Internet LIGO et Virgo, les grands détecteurs d'ondes gravitationnelles qui ont pu détecter des fusions de trous noirs et d'autres choses. Ce sont des engins extraordinaires.
Voilà pour la relativité générale. Ça sera un outil qui nous servira. Donc n'hésitez pas à revoir ces 3 vidéos sur la relativité pour bien assimiler ce que signifie tout ça, parce que ça nous servira dans le modèle cosmologique. Dans la prochaine vidéo, nous passerons à un tout autre domaine, quelque chose de totalement différent, qui est la physique des particules. Donc là, nous allons passer de maintenant l'infiniment grand, les planètes, les étoiles, etc., la relativité générale, nous allons passer à l'infiniment petit, les particules. Je vous remercie.